Banane, singe et taxe. Honnêtement, ça sonne comme le début d'une mauvaise blague, pas vrai? Et pourtant, le lien entre les trois est bien plus sérieux et important qu'on ne l'imagine. On va décortiquer ça ensemble et découvrir ce qui se cache vraiment derrière l'un de nos fruits préférés. Alors voilà, la question centrale, c'est celle-ci. Quel peut bien être le rapport entre la banane qu'on achète au supermarché et une taxe? La réponse, on va le voir, nous en dit long sur la façon dont notre économie et notre environnement sont connectés. Pour vraiment tout comprendre, il va falloir regarder plus loin que le petit prix affiché sur l'étiquette. On parle ici d'un coût caché, un coût que la plupart d'entre nous ne voient jamais. Pensez-y une seconde. La banane, c'est un fruit qu'on trouve absolument partout. C'est l'un des plus consommés sur la planète. Et cette popularité incroyable, ça implique une chose, une production à une échelle gigantesque. Et c'est justement là que les problèmes commencent. Et voilà, on est au cœur du dilemme. D'un côté, on a des méthodes d'agriculture super intensives, à haut rendement, pour pouvoir fournir des bananes au monde entier. Mais de l'autre côté, cette efficacité a un coût écologique énorme, une pollution massive des sols, de l'eau et la destruction des habitats naturels, notamment ceux des singes. Alors face à ce constat, comment est-ce qu'on peut essayer de rééquilibrer la balance? Les gouvernements, eux, ont un outil économique bien particulier pour tenter d'intervenir. Et cet outil, c'est ce qu'on appelle la taxe environnementale. Le concept de base est vraiment simple. Les entreprises qui polluent ou qui abîment l'environnement dans le cadre de leur activité doivent payer pour ça. L'idée, c'est de mettre un prix sur les dégâts causés à la nature. Cette phrase, elle résume l'idée à la perfection. C'est le fameux principe du pollueur-payeur. Autrement dit, si une entreprise cause un dommage à la collectivité, à l'environnement, alors c'est à elle d'en assumer le coût financier. Bon, d'accord, mais en pratique, comment ça se passe? Comment est-ce qu'on transforme un acte de pollution en un acte de protection? Regardons le mécanisme de plus près. En fait, le processus est assez logique et se déroule en 3 temps. D'abord, l'entreprise, en produisant ses bananes, pollue. Ensuite, le gouvernement arrive et impose une taxe spécifique sur cette pollution. Et enfin, et c'est le point crucial, l'argent qui est récolté avec cette taxe est directement utilisé pour financer des projets de protection de l'environnement. Et c'est ce lien direct qui est la clé de tout le système. L'argent qui vient de la pollution sert à réparer les dégâts. Dans notre cas, les taxes payées par l'industrie de la banane pourraient financer la protection des forêts où vivent les singes. On boucle la boucle, en quelque sorte. Bien sûr, une décision comme celle-là, ça a des conséquences. Ça crée une sorte d'effet domino qui touche tout le monde. Les entreprises, la nature et même les gens qui achètent les bananes. Ce tableau résume assez bien la situation. Pour les entreprises bananières, oui, les coûts de production augmentent, mais ça les pousse aussi à trouver des manières de produire plus propres. Pour les habitats naturels, l'effet est clairement positif. Ils reçoivent des fonds pour être protégés et restaurés. Et pour nous les consommateurs, il est possible que le prix des bananes augmente un peu. C'est le compromis pour soutenir des produits plus respectueux de l'environnement. Mais attention, il ne faut pas se tromper d'objectif. Le but numéro 1 de cette taxe, ce n'est pas juste de collecter de l'argent. Non, le vrai but, c'est de changer les comportements. L'idée est de rendre la pollution tellement chère que les entreprises n'ont pas d'autre choix que d'investir dans des méthodes de production plus propres. Et au final, toute cette réflexion nous amène à nous poser une question beaucoup plus profonde sur notre perception de la valeur des choses qu'on achète tous les jours. Au fond, une taxe environnementale, c'est un peu comme un révélateur de vérité. Elle prend ces coûts qui sont normalement invisibles, la dégradation des sols, la disparition d'espèces, et elle les rend bien visibles directement sur l'étiquette. Le prix qu'on paye se rapproche alors du coût réel et complet du produit. Ce qui nous amène à cette question pour finir. Est-ce qu'un produit peut vraiment être qualifié de pas cher si son prix bas est le résultat de la destruction de notre environnement? C'est une question qui, je pense, mérite qu'on y réfléchisse.